Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver après ces quelques temps d'absence. Le planning des futures semaines risque encore d'être perturbé, mais comme promis, j'essaye de vous revenir dès que je peux, comme aujourd'hui. Pour cette vidéo, j'avais envie de vous raconter l'histoire d'un cas de tueur en série vraiment classique, c'est-à-dire que normalement, dans tout ce que je vais vous raconter, il n'y a pas grand-chose qui devrait vous surprendre. Alors oui, il y a des détails horribles malheureusement, mais disons que tout ce qu'on attend de retrouver dans le parcours typique du serial killer est présent. Si vous avez déjà vu ma vidéo sur les tueurs en série, vous allez tout comprendre très facilement. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Patrick David McKay, un criminel tueur en série anglais des années 70, auquel on a donné le surnom très explicite du psychopathe. Voilà. Comme d'habitude, je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières et dès que vous êtes prêts, c'est parti! Patrick McKay est né le 25 septembre 1952 dans le comté de Middlesex en Angleterre. Toute l'enfance de Patrick est marquée par la violence. Ça commence même avant sa naissance, puisque son père Harold était alcoolique. Il battait sa femme Marianne et lui donnait des coups dans le ventre quand elle était enceinte de Patrick. Rien que ça, c'est potentiellement très impactant pour le futur développement de l'enfant et de l'individu qu'il deviendra, parce que ça peut engendrer des lésions sur le cerveau en développement de l'embryon, et aussi le stress intense de la mère peut avoir une influence sur le bébé et causer des troubles ultérieurs. Mais bien entendu, les violences ne s'arrêtent pas là et elles vont continuer après la naissance de Patrick McKay. Bébé, il est régulièrement battu par son père. Vous le savez parce que je vous l'ai rabâché 100 fois déjà, ce type de maltraitance c'est doublement dangereux. Bien entendu parce que déjà sur le plan psychologique, on inculque la violence à un enfant, ce qui va alimenter tout plein d'émotions négatives pour la suite, comme une faible estime de soi, de la colère, un désir de revanche, mais aussi il peut arriver qu'après un traumatisme crânien, qu'il soit volontaire ou accidentel, ça laisse des lésions cérébrales qui peuvent non pas systématiquement déclencher la violence plus tard, mais qui peuvent quand même être un facteur de basculement pour le passage à l'acte. Bref, je vais pas trop m'étendre là-dessus parce que je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais pour les personnes peut-être qui viendraient d'arriver sur la chaîne, sachez que les chocs à la tête durant l'enfance, elles font vraiment partie des choses qu'on retrouve de manière significativement plus élevée chez les tueurs en série que dans un échantillon de population lambda. Mais revenons-en à notre histoire. Harold McKay, donc le père, c'était un comptable qui avait été militaire durant la Seconde Guerre mondiale et je pense qu'il était ressorti avec un stress post-traumatique parce que il ressassait sans arrêt les histoires de la guerre, surtout quand il avait bu, et il racontait toutes les horreurs dont il avait été témoin avec beaucoup de détails à son fils. Pourtant, malgré toute cette violence, Patrick voue une véritable admiration à son père. Il en avait probablement peur, c'est vrai, mais il l'aimait profondément et il le prenait comme modèle. C'est en observant et en imitant les comportements de son père qu'il a intégré que la violence était un peu la meilleure entre gros guillemets solution aux situations qu'il n'arrivait pas à gérer ou qui le frustraient. Ça, c'est ce qu'on appelle l'identification à l'agresseur et c'est un mécanisme de défense psychologique qui touche parfois les personnes qui sont exposées à des violences sur le long terme. C'est pas le cas de tout le monde évidemment, il y a des personnes qui rejettent totalement la figure du bourreau et d'autres qui au contraire vont souhaiter devenir pareil. Tout ça fait que, lors du décès soudain d'Harold suite à une crise cardiaque en 1962, Patrick McKay va prendre sa relève. Alors que les dernières paroles de son père ce matin-là, avant de partir au boulot, c'était « Souviens-toi d'être sage », Patrick va prendre tout le chemin inverse.
Le petit garçon n'a que 10 ans, mais il se place lui-même en chef de famille et commence à martyriser sa mère et ses 2 petites sœurs. Il vit aussi dans le déni du décès de son père, c'est-à-dire qu'il refuse d'assister à ses funérailles. Il va continuer à dire aux personnes qu'il rencontre que son père est vivant et il garde toujours sur lui une photo d'Harold. Là, j'en profite pour le mentionner tout de suite. Si vous êtes attentif, vous allez voir qu'à plusieurs reprises dans l'histoire de Mackay, il y a des éléments qui sont à la limite du trouble psychotique. Là, j'en parle vite fait à l'occasion du déni sur le décès, mais en soi, quand ça dure pas très longtemps, c'est une réaction tout à fait banale lors d'un deuil. Mais je vous en parle maintenant parce que vous allez voir que c'est pas le seul élément qui me donne cette impression un petit peu bizarre. À l'école, Patrick est un enfant terrible, il harcèle ses camarades, il les bouscule, il a des accès de colère. Il va finalement être placé dans un établissement spécialisé pour les enfants difficiles, mais même là-bas, il n'y a absolument rien qui le calme. Il pousse les filles dans la cour de récréation, ou bien il fait tout pour choquer les autres, comme boire sa propre urine par exemple. Marianne, la mère de Patrick, décide de déménager dans le Kent dans l'espoir de repartir sur de bonnes bases, mais en vain. Les nouveaux voisins de la famille s'inquiètent et appellent la police plusieurs fois par semaine, tant le jeune garçon hurle et terrorise la famille. À force, ce sont carrément les services sociaux qui viennent rendre visite à toute la famille Mackay et qui vont constater les violences de Patrick sur ses sœurs. À partir de 12 ans, Patrick va passer sa vie à faire des va-et-vient entre la maison, les instituts psychiatriques, les maisons de correction et même la prison lorsqu'il sera un petit peu plus âgé. Emetap des services sociaux déclare: il était très perturbé émotionnellement. Il était comme un animal en cage et dans ces moments-là comme dément. Je savais qu'il devait au moins être interné, enfermé quelque part pour ne nuire à personne, sachant qu'il était capable d'avoir des réactions complètement démentes avec les gens. Il était violent et il allait certainement finir par blesser quelqu'un. Selon le médecin George Turtle, Patrick était incapable de tolérer la frustration. Il explosait et il avait très peu conscience de ses propres idées ou de ses propres motivations. Mais bon, les années 60 font partie des heures sombres de la psychiatrie, même si on n'est toujours pas arrivé au bout de nos peines. Et les pratiques dans ces établissements étaient barbares. Patrick se faisait punir à chaque fois qu'il faisait une bêtise et il était par exemple battu puis enfermé dans un placard pendant de longues heures. Alors évidemment, ce genre de traitement, ça n'aide pas et ça ne motive pas à devenir plus docile. Lorsqu'il est libéré, Patrick Mackay s'acharne à martyriser les enfants plus jeunes que lui. Il cambriole aussi des maisons de personnes âgées et torture des animaux de compagnie, en particulier des chats et des lapins. Il tue même une tortue en la faisant brûler. À 14-15 ans, Patrick Mackay devient vraiment dangereux et incontrôlable. Il tente d'assassiner un jeune garçon de son voisinage, en vain heureusement, puis il va tenter d'incendier une église mais est arrêté à temps. Fou de rage, il détruit des meubles chez lui, il hurle et tente de tuer sa mère et sa tante qui sont horrifiés par l'état du garçon. Patrick est interné à l'hôpital psychiatrique Moss Side à Liverpool en octobre 1968 alors qu'il n'a que 15 ans. Là-bas, le docteur Leonard Carr, un psychiatre, l'évalue et lui diagnostique un trouble de la personnalité psychopathique. Je pense que vous le savez, ce diagnostic n'existe plus aujourd'hui, mais c'était les termes de l'époque. Carr déclare que le jeune garçon a un tempérament explosif, destructif et qu'il présente un haut risque de devenir un tueur froid et psychopathe s'il est relâché dans la société. Après 4 ans passés dans l'institution, Patrick Mackay est libéré durant l'été de l'année 1972, contrairement à l'avis du psychiatre. Patrick est alors livré à lui-même, il habite principalement chez des amis, mais aussi chez des membres de sa famille, et il va développer des passe-temps étranges, comme fabriquer des sortes de mannequins de la créature de Frankenstein, puis leur brûler les yeux. Il se prend également de passion pour le nazisme et il achète des reliques nazies avec lesquelles il décore sa chambre. Il va se fabriquer aussi son propre uniforme SS et il demande à être appelé Franklin Bovolt Ier, allant même jusqu'à dire que ce nom sera bientôt aussi connu et craint que celui d'Adolf Hitler.
Ça, c'est un passage très intéressant de l'histoire de Patrick McKay parce que ce que je vous ai pas encore dit, c'est que sa mère, Marianne, elle était métisse. J'aime pas trop ce mot, honnêtement, mais bon, encore une fois, c'est les termes de l'époque. Bref, parmi les grands-parents de Patrick, il y avait une personne noire, donc lui-même avait un quart d'origine noire. Et c'est quelque chose qui, je pense, était très problématique pour lui, ça lui plaisait pas du tout, et puis ça allait en contradiction avec le fait qu'il prétendait être un pur homme arien. Patrick McKay se met également à boire beaucoup et à se droguer, il essaye même pas de réellement reprendre sa vie en main, il ne respecte pas les rendez-vous fixés avec l'assistant social qui devait le suivre, et disparaît des radars très fréquemment. Peu de temps après sa sortie de l'hôpital psychiatrique, il va agresser une femme et tenter de l'étrangler alors qu'il est complètement ivre. L'année suivante, en 1973, Patrick rencontre le père Anthony Creen, un prêtre catholique de 63 ans qui décide de le prendre sous son aile pour l'aider. Mais au lieu de lui en être reconnaissant, McKay cambriole sa maison et s'échappe après avoir encaissé un chèque volé. Rattrapé par la police, Patrick est arrêté et condamné à payer une indemnité de 50 livres au prêtre, bien que ce dernier ait demandé à ce que les poursuites soient abandonnées. Évidemment, McKay ne rembourse rien et il s'enfuit du Kent pour se rendre à Londres. Et puis, comme on en a l'habitude de voir dans ce type d'affaires, après une gradation dans la violence de plus en plus intense, Patrick McKay passe un cap supplémentaire et il devient un meurtrier. Peu de temps après son arrivée à Londres, McKay tue pour la première fois. C'est au mois de juillet 1973 qu'il s'en prend à Heidi Milk, une jeune fille au père, en la jetant d'un train en marche. Quelques semaines plus tard, il s'introduit dans un appartement à Kentish Town et il bat à mort son occupante, Mary Haynes. Au mois de janvier 1974, Stephanie Britton et son petit-fils de 4 ans sont tous les deux poignardés à mort à leur domicile d'Adley Green à Hertfordshire. Puis quelques jours plus tard, McKay jette un sans-abri dans la Tamise depuis le pont d'Hungerford, sous prétexte qu'il était sale et infect. Il s'émerveille même lors de sa chute et commente « Ce qui était merveilleux, c'est qu'il a plané comme un oiseau ». Le mois suivant, en février, il s'introduit dans la maison d'Isabella Griffith, une vieille dame vivant seule dans une belle villa à Chelsea. Patrick connaissait Isabella puisqu'il lui rendait parfois des petits services du genre aller faire des courses pour elle par exemple. Et ce jour-là, il l'étrangle puis il la poignarde à plusieurs reprises dans l'estomac avec un couteau de cuisine. Avant de prendre la fuite, il fait déborder l'évier en le remplissant de chaussures et de liquide vaisselle pour tenter d'effacer les empreintes, j'imagine. Le cadavre de la victime ne sera retrouvé qu'au bout de 2 semaines. En ce début d'année 1974, McKay vivait chez des amis à lui à Finchley dans la banlieue nord de Londres et il répétait à qui voulait l'entendre qu'il était possédé par des démons, ce qui finit par effrayer ou agacer ses colocataires qui le mettent dehors. Pour se venger, Patrick les cambriole, mais il se fait attraper par la police qui n'a aucune idée qu'il est l'auteur des meurtres que j'ai cités juste avant et il est condamné à 6 mois de prison ferme. Dès qu'il est libéré à l'automne 74, McKay se lance à temps plein dans une carrière de voleur. Sa spécialité, c'est l'arracher de sac à main aux petites vieilles dans la rue. Mais durant la même période, il commet aussi 3 meurtres supplémentaires. À Finsbury Park, il tend une embuscade à Frank Goodman, un buraliste de 62 ans, en attendant qu'il ferme son commerce, puis en lui sautant dessus et en le battant à mort avec un tuyau en métal. Puis à Hackney, il assassine Sarah Roswell, 92 ans, sur le pas de sa porte en la frappant jusqu'à la tuer. Il s'échappe en emportant avec lui la triste somme de 10 livres. Enfin, à Southend, McKay massacre la propriétaire d'un café, Ivy Davis, à coups de hache. Toutes ces personnes, en fait, c'était des gens qui connaissaient Patrick McKay de vue et lui, il les avait spécifiquement sélectionnés pour leur richesse. Parce que Patrick McKay, il tuait pas uniquement par plaisir comme d'autres tueurs. Non, pour lui, c'était comme un business ou son métier. C'était sa façon extrêmement macabre de gagner sa vie. Le 10 mars 1975, Patrick McKay étrangle Adele Price dans son appartement londonien, mais au lieu de s'enfuir juste après le meurtre, il allume la radio, il s'installe dans le fauteuil du salon où il fait une petite sieste, et il part 1 heure plus tard.
Et là, il croise dans le hall de l'immeuble la petite fille d'Adèle qui rentrait de l'école et qui aperçoit un homme inconnu sortir de chez sa grand-mère sans savoir que quelques instants plus tard, elle découvrira son corps sans vie à l'intérieur de l'appartement. La police arrive très vite sur place mais ne parvient pas à trouver d'indices probants sur la scène de crime. 11 jours plus tard, le 21 mars, Mackay commet enfin l'erreur qui mènera à son arrestation. De retour dans le petit village de Shore, dans le Kent, il retourne voir le prêtre Anthony Crine à son domicile et il l'assassine à coups de hache sur le crâne. Comme la fois précédente, Mackay ne se presse pas pour quitter la scène de crime, au contraire, il reste sur les lieux pour regarder avec plaisir le sang qui s'écoule du crâne fendu du prêtre, et puis après plusieurs minutes, il fait couler un bain et il place le corps de la victime dedans et reste à nouveau presque 1 heure à observer la scène avant de partir. C'est une religieuse qui découvre le corps alertée par la présence du petit chien d'Anthony Crine qui ne s'en séparait jamais. Et lorsque les policiers arrivent sur place, ils retrouvent carrément la hache encore pleine de sang cachée sous l'escalier. Et là, coup de chance parce que parmi les enquêteurs qui sont appelés se trouve l'inspecteur Kent Tappenden qui se souvient que la victime avait eu environ 1 an et demi plus tôt des problèmes avec un jeune délinquant qui l'avait cambriolé. Il cherche dans les archives et il retrouve l'ancien dossier. Le jeune homme que le prêtre avait tenté d'aider et qui s'était pris à lui s'appelait Patrick Mackay. Il devient donc le suspect numéro 1 du meurtre et il est activement recherché. Et il faudra pas bien longtemps pour que Mackay soit retrouvé. Les policiers se rendent d'abord dans une auberge pour anciens délinquants, qui est l'adresse officielle du suspect, mais ils s'y trouvent pas. Le propriétaire de l'auberge leur donne quand même un très bon tuyau puisqu'il leur dit Mackay loge en fait chez la famille Caudray. Les policiers ils établissent alors la liste de tous les dénommés Caudray dans la région londonienne et coup de chance, c'est la toute première adresse où ils se rendent qu'ils trouvent et interpellent Patrick. En interrogatoire, Mackay passe rapidement aux aveux. Non seulement il reconnaît le meurtre du père Crine, mais il va en avouer 10 meurtres de plus. Et c'est une aubaine pour les policiers qui avaient quelques doutes mais qui disposaient pas des éléments matériels pour le relier à ces différentes affaires. Patrick Mackay donne pas mal de détails sur les meurtres, d'où le fait qu'on sache par exemple qu'il est resté sur plusieurs scènes de crime à regarder le corps de la victime par exemple. Et il a même expliqué aux policiers qu'il se sentait extrêmement calme et apaisé dans ces moments-là. Pour ce qui est du mobile, ses justifications ne sont pas vraiment satisfaisantes. Il faisait ça pour l'argent principalement. Et il choisissait d'éliminer des personnes faibles qui, selon lui, nuisaient à la société. Donc on voit ici ce qui est probablement une influence de l'idéologie eugéniste qui a été utilisée par le nazisme. Et c'est pour ça qu'il visait principalement les personnes âgées. Sur les 11 victimes qu'il a faites, il n'y en a que 2 qui étaient en fait jeunes. Malheureusement, faute de preuves suffisantes, Mackay n'est inculpé officiellement que pour 5 meurtres. Puis il y en a encore 2 accusations qui vont être abandonnées parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments contre lui. Et finalement, Patrick Mackay n'est jugé que pour 3 des meurtres qu'il a reconnus. En novembre 1975 a eu lieu le procès de Patrick Mackay qui était très attendu comme vous pouvez vous l'imaginer. Et tout le monde s'attendait à ce qu'il dure pas mal de temps, mais en fait, il n'a duré qu'une vingtaine de minutes apparemment, parce qu'il a tout de suite plaidé coupable et les expertises psy l'ont formellement reconnu comme une personnalité psychopathe, et ça a été plié. Mackay a été condamné 3 fois à la perpétuité, une perpétuité incompressible, c'est-à-dire sans possibilité d'être libéré un jour. Aujourd'hui, Patrick Mackay est toujours en vie, il a 69 ans et il est toujours emprisonné évidemment. Il fait partie des environ 50 détenus du Royaume-Uni qui n'auront normalement jamais la possibilité d'être libérés. Alors, comme je vous le disais en introduction, le cas de Patrick Mackay, il est vraiment hyper typique de celui du tueur en série classique. On voit que c'est quelqu'un qui a vécu énormément de traumatismes durant son enfance. Il y a des traumas physiques et psychologiques, ce qui constitue déjà de très gros facteurs qui peuvent amener au passage à l'acte criminel. Et à ça se sont rajoutés quand même beaucoup d'éléments. Il y a eu l'alcoolisme, la prise de drogue, il y a tous les antécédents de troubles psychiatriques, avec quand même de nombreux passages dans des établissements hospitaliers ou correctionnels. On a aussi quand même 2 des 3 points de la triade McDonald, à savoir la pyromanie et la torture sur les animaux.
Bref, le cas de Patrick McKay il combinait énormément de facteurs du passage à l'acte et ce qui m'interpelle c'est que ce qui a fait défaut ici c'est pas le système judiciaire parce que oui il a été arrêté à plusieurs reprises quand il était adolescent mais pour le coup il a purgé ses peines donc c'était logique sur le plan pénal qu'il soit libéré. Mais par contre, il avait quand même montré des pulsions meurtrières déjà très très jeune, hein, à l'âge de 15 ans. Il avait quand même essayé d'assassiner un enfant voisin et puis 2 membres de sa famille. Donc là où il y a eu une défaillance pour moi, c'est dans l'évaluation de la dangerosité. D'ailleurs, les professionnels de santé, notamment le psychiatre qui l'avait vu à l'époque, eux ils avaient pressenti que s'il était relâché, il commettrait des meurtres et ça n'a pas manqué. Dès qu'il est sorti, il a commencé à attaquer. Il faut quand même bien se rendre compte que McKay, il avait que 22 ans quand il a été arrêté et à cet âge-là, il avait déjà tué 11 personnes, ce qui est vraiment énorme. Au niveau du mobile pour ces crimes, comme je vous l'ai dit, c'est pas hyper explicite. Je pense que c'était un mélange de plusieurs choses. D'abord, il y avait l'attrait financier, hein, parce que il combinait meurtre et cambriolage. Je vous ai expliqué qu'il tuait presque comme si c'était un métier pour lui, c'était un peu sa façon de se faire de l'argent. Mais en même temps, il y avait aussi une dimension idéologique, l'excuse du j'élimine les plus faibles. Et on s'approche presque du tueur en série pseudo-justicier qui pense participer à une purge qui serait bénéfique pour le monde. Mais on a aussi, comme dans presque tous les cas de tueurs en série, la satisfaction de dominer l'autre. Il y a quand même quelque chose qui s'apparente à une forme de plaisir dans l'agonie de l'autre parce que il reste sur les scènes de crime pour observer le processus de mort, pour voir le sang qui coule. Donc ça fait déjà au moins 3 raisons selon moi pour lesquelles il tuait. Et je voudrais revenir aussi sur ce que je vous ai dit un petit peu plus tôt à propos d'une teinte un petit peu psychotique par moment chez McKay. Alors je sais pas du tout si c'est juste, hein. Là j'avance vraiment une hypothèse qui est personnelle, mais j'ai trouvé que à plusieurs reprises il y avait des éléments qui étaient un petit peu bizarres dans son parcours et ça m'a fait penser à ce qu'on appelle l'inquiétante étrangeté. En fait on parle souvent de ça généralement dans la schizophrénie et moi de l'expérience que j'ai déjà pu avoir avec des patients c'est un truc que j'ai vraiment déjà ressenti en présence de personnes qui avaient des troubles psychotiques. Encore une fois je sais pas si c'est vrai et si c'est le cas pour ce criminel là mais j'ai relevé quand même qu'il y avait le déni de la mort de son père. Il y a le fait de vouloir être appelé Franklin Bovold Ier, le fait de se dire possédé par des démons quand même. Et puis, vous savez, quand il a poussé la victime d'un pont et qu'il a dit que c'était merveilleux à voir, qu'il avait plané comme un oiseau, alors que non, c'est complètement impossible. Enfin voilà, ça fait plein de tout petits éléments qui me font demander s'il y avait quand même pas une pathologie du champ de la psychose chez Patrick McKay. C'est ce genre de glitch, vous savez, où on se dit putain c'est bizarre, la personne elle a pas l'air tout à fait accrochée à la réalité et c'est pour ça que j'aimais cette hypothèse qu'en plus de tout ce que j'ai cité il y avait peut-être un autre trouble psychiatrique en plus de la personnalité psychopathique qui avait été diagnostiquée mais voilà, je ne fais qu'avancer ça, je sais pas du tout si c'est vrai ou pas. D'ailleurs, pour revenir sur le diagnostic là qui avait été fait, je vous fais un petit rappel parce que aujourd'hui, parler de psychopathie, ça n'a pas de valeur diagnostique. On va plutôt parler d'un trouble de la personnalité antisociale, c'est-à-dire une personne qui a beaucoup de mal à respecter les lois, les règles, les interdits, les conventions sociales, qui va pas se soucier de la sécurité des autres ni de la sienne, et qui va avoir tendance à avoir des conduites dangereuses pour les autres et pour lui-même. Je vous fais la version très très simplifiée hein, là bien sûr. Et très souvent ça va de pair avec le trouble de la personnalité narcissique. Alors honnêtement, dans ce que je vous ai raconté sur Patrick McKay, je trouve qu'on n'a pas énormément d'éléments qui vont dans ce sens, si ce n'est peut-être le côté supérieur aux autres et grandiose qui s'attribuait en voulant être aussi connu et redouté qu'Hitler. J'ai aussi trouvé un commentaire sur YouTube d'une personne qui disait l'avoir rencontré en prison et que c'était le genre de personne à prendre un petit peu de haut et à vraiment se sentir un peu mieux que les autres. Je vous l'afficherai à l'écran si jamais vous avez envie de le lire. Mais sinon, je vous avoue que je sais pas à quel point ce type d'idée-là impactait son quotidien. Mais voilà. En gros, pour vous illustrer un petit peu plus concrètement pourquoi il était considéré et d'ailleurs surnommé le psychopathe, c'est à cause de tout ça.
Pour autant, Patrick Mackay, lui, il ne pense pas que ce terme convienne pour le désigner. Dans un entretien qui a été filmé par la BBC, voilà ce qu'il déclare. D'un point de vue d'une personne qui est supposée, selon cette étiquette, prendre du plaisir à prendre des vies humaines, il n'y a jamais eu aucune indication dans mon esprit que je sois, à aucun moment, un psychopathe si on devait utiliser ce critère-là. Je peux comprendre qu'à certains moments, des personnes aient pu avoir des doutes sur le fait que je le sois ou non, mais moi, je ne me suis jamais considérée comme telle si on prend comme critère qu'une telle personne prend un plaisir spécial en tuant. Ça n'a jamais été mon cas. Je n'ai jamais trouvé le moindre plaisir en faisant une chose pareille. Maintenant, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, la psychopathie tout comme la sociopathie qui sont foncièrement la même chose honnêtement, ne sont pas forcément synonymes de criminalité ou de meurtre. Y a plein de personnes qui sont des psychopathes mais qui passent pas à l'acte et qui ne font pas de mal aux gens. Je pense que ça c'est une stigmatisation qui vient de grandes méconnaissances des troubles psychiatriques. Comme d'habitude, on a eu tendance à diaboliser les malades par le passé, à mettre en avant les troubles des criminels quand certains en avaient, mais ça veut pas dire que toutes les personnes qui ont cette pathologie sont dangereuses. Comme d'habitude, vous me connaissez, j'aime pas vraiment faire des généralités et surtout pas avoir recours à des explications simplistes. Un passage à l'acte meurtrier, il est toujours poussé par plein de facteurs à la fois et c'est pas juste un trouble psy qui pourra l'expliquer, comme c'est pas juste le fait d'avoir été maltraité durant l'enfance ou juste le fait d'être alcoolique, enfin voilà, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Je trouve que le cas de Patrick Mackay, il illustre parfaitement ça parce que justement, comme je vous le disais, c'est vraiment un cas très classique de tueur en série qui cumule un petit peu tous les facteurs les plus clichés, mais du coup, ça montre bien ce phénomène d'accumulation et le fait qu'il n'y a jamais une explication toute simple. La vie serait tellement plus facile si c'était le cas. Voilà, j'en ai terminé avec le cas de Patrick Mackay. Vous pouvez retrouver en barre d'infos des liens pour deux petits reportages, notamment un où on voit Patrick Mackay qui s'exprime. Comme je vous disais, il y a eu des interviews de lui qui datent quand même pas mal puisque c'était dans les années 90. Mais je trouve ça super intéressant. Si jamais vous comprenez l'anglais avec un fort accent anglais, n'hésitez pas à aller le regarder, c'est super intéressant. Et vous allez voir aussi ce qui est assez étonnant, c'est que dans ce reportage, il apparaît vraiment comme une personne hyper posée et calme, ce qui fait un énorme contraste avec comment il a été décrit et ce que je vous ai raconté de lui dans cette vidéo. Donc je sais pas trop en fait si on peut imaginer que c'est la prison qui a agi comme ça sur lui, ou bien si... je sais pas, peut-être qu'il est suffisamment manipulateur pour se comporter correctement et savoir se faire apprécié par le personnel soignant et pénitentiaire, ce qui était peut-être le cas puisqu'il y a plusieurs personnes, notamment des médecins qui l'ont connu quand il était plus jeune, qui ont dit justement que c'était le cas. Enfin voilà, c'est vraiment un petit reportage, je crois qu'il dure 10 minutes et je vous le recommande si vous avez envie de voir un petit peu comment il se comporte dans cette vidéo. Je peux pas vous mettre d'extrait évidemment pour des raisons de droit. Donc voilà, les liens sont en barre d'infos si jamais vous avez envie d'en savoir plus. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura intéressé et plu comme d'habitude. N'hésitez pas à me le signifier dans les commentaires ou en me laissant un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Je sais que je suis pas très présente en ce moment, je sais que je vais pas encore l'être pendant quelques temps. Je sais pas exactement comment ça va se passer sur les semaines prochaines, honnêtement. Le déménagement prend plus de temps que prévu. J'espérais être déjà installée actuellement et comme vous le voyez, non, je suis toujours dans mon ancien appartement, donc ça va prendre un petit peu plus de temps je pense et en fait c'est vraiment très compliqué pour moi de filmer actuellement et surtout de travailler des sujets et j'ai pas envie de vous bâcler tout. Je vais quand même dans tous les cas vous tenir au courant sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter ou sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre si c'est pas encore le cas parce que je tiens plus souvent au courant de quand est-ce que je vais pouvoir poster, etc. J'ai fait aussi pas mal de sondages pour savoir qu'est-ce que vous auriez envie que je fasse comme prochaine vidéo. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, je sais pas exactement quand mais le plus vite possible. Vous savez que je fais tout pour vous retrouver. Du coup moi je vous dis à la prochaine fois, je vous fais plein de gros bisous et puis en attendant comme d'habitude, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières. J'ai si hâte de déménager.
Ouf, vous savez pas à quel point.